Bonsoir, bienvenue dans le Grand Soir LCI. On se pose une question ce soir, est-ce qu'on est en train de faire face à un retour de l'ordre moral? Pourquoi ce débat sur ce retour à l'ordre moral? Eh bien, parce qu'il y a eu ces cris d'orfèvre poussés par des personnalités, des politiques, des associations féministes après cette tribune du Monde où 100 femmes faisaient cette semaine l'apologie de la liberté d'importuner en plein débat sur les violences faites aux femmes. Et d'autres événements récents soulèvent aussi cette question, la décision finale de Gallimard de ne pas rééditer les pamphlets antisémites de Céline, ou encore la fin de l'opéra de Carmen réécrite. On va revenir sur tout ça, mais d'abord un point sur la polémique de la semaine, la fameuse tribune anti-MeToo publiée dans Le Monde. On va écouter l'une de ses signataires, Catherine Millet. Je pense que ces femmes féministes qui veulent entretenir les autres dans le rôle de la proie facile, de la victime, elles ne leur rendent pas service. Il faut apprendre aux femmes à être fortes, à avoir le courage, devant un frotteur du métro, de se retourner et de lui dire « Mon vieux, arrête, tu me déranges ». Voilà. Et puis de sortir de ce petit épisode, la conscience tranquille. C'est pas elle qui a fauté, c'est ce type qui s'est mal conduit, et elle oublie et elle passe à autre chose. Voilà, il faut dire aux femmes, si ça vous arrive, vous passez à autre chose et vous vous traumatisez pas après pour le reste de votre vie. Alors, le retour de l'ordre moral, MeToo réalité, nous allons en débattre ce soir avec nos invités. Tout d'abord Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, auteure de La fabrique du féminisme et de l'éducation des femmes. Bonsoir. Non, c'est Laclos qui est auteur de l'éducation des femmes. Ah, d'accord, vous avez bien fait de... Je ne fais que la préface. Bien fait de me corriger, d'accord, vous avez fait uniquement la préface. On est en plein sujet déjà. On est en plein sujet, je vois que vous êtes à fond, c'est bien. Alors, Michel Zerbi, bonsoir. Michel, alors vous êtes bien porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. En effet. Bonsoir. Et Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue civique, chroniqueur au Huffington Post et Atlantico, directeur éditorial également de l'Hôtel de l'Industrie. On va donc réagir directement. Oui, vous voulez dire mais merci de votre invitation. Merci de venir en ce samedi soir. On est ravis. Et on voulait commencer par cette tribune donc, du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'argument des signataires de cette tribune? Il y a le risque d'un retour de l'ordre moral avec ce mouvement MeToo. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord puisque je l'ai écrit cette semaine même, mais moi, c'est l'expression ordre moral. C'est pas une question de morale, ce dont il s'agit là, avec la question du MeToo. Vous croyez que c'est une affaire de morale? Moi, je vois plutôt une affaire politique. On veut changer le rapport de force entre des sexes qui, visiblement, ne sont pas en symétrie dans leur désir, l'expression de leur désir et la réalité de la relation. Mais elles ont peur qu'on aille trop loin, non, qu'on soit dans donc l'excès. Déjà, avant d'être pour ou contre, oui, mais c'est pas de l'ordre moral. On fait du désordre pour faire de l'ordre. S'il y a un peu de désordre en ce moment, c'est pour construire un nouvel ordre. Par ailleurs, cette question que vous posez, pour moi, c'est ce que j'appelle une ritournelle, ou même un marronnier, pour employer un vocabulaire qui est le vôtre. C'est un marronnier. Je veux dire, ça fait 200 ans que cette question est posée. Quand elle revient, c'est juste parce qu'on bouscule un ordre pour en créer un meilleur. Donc, c'est pas particulièrement... Moi, je ne peux pas m'entendre sur les termes où elles ont posé la chose. Elles ont posé la chose sur le mode de l'excès, sur le mode, comme vient de le dire Catherine Millet, que toutes les femmes seraient des victimes. Elle dit il suffit de se retourner dans le métro. Il m'est revenu en venant... Geneviève Fraisse, je vous coupe. Ces 100 femmes, elles sont dans leur droit, quand même, d'écrire cette tribune. Alors, pourquoi autant de haine sur les réseaux sociaux, parmi les associations féministes? Il y a un véritable défoulement. Pourquoi il n'y aurait pas de désaccord entre les féministes et entre les femmes? C'est la guerre des féminismes. Là, je sais, c'est l'expression que vous voulez employer. Oui. Derrière guerre des féminismes, on entend bien entendu guerre des sexes. Mais s'il y a des socialismes qui pensent différemment, s'il y a des féminismes qui pensent différemment, vous n'allez pas employer les mêmes termes. Ces questions entre femmes doivent être nécessairement dans l'excès des expressions que vous nous appliquez, à savoir de la guerre, justement de l'excès, etc. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'une révolte, et cette révolte amène à se poser des questions qu'on ne se posait pas vraiment ou pas assez, et qui vont effectivement avoir des conséquences. Est-ce que les conséquences, c'est seulement que toutes les femmes vont se prendre pour des victimes? La réponse est non. Et on le sait. C'est pas ça. C'est changer un rapport qui est un rapport politique, c'est-à-dire un rapport de force. Je peux raconter une anecdote? Puis après, on laissera parler les deux hommes qui sont sur ce plateau, quand même. Oui, mais je les interroge beaucoup, les hommes. Parce que là,
Je vais vous dire quelque chose. Parce que là, vous êtes une femme dominante. Là, Alors, vous pouvez vous amuser. Non, je prends l'histoire, si. regardez, juste un mot. Je prends l'histoire de l'avortement, je prends l'histoire de la parité, ce que sont les mouvements féministes que moi j'ai connus dans mon parcours personnel de femme adulte, puisque j'ai exactement l'âge de beaucoup des signataires. Donc pas d'affaires générationnelles, déjà on peut écarter ce problème-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'avortement, pour la parité? Certains hommes et certaines femmes étaient plus concernés que d'autres, même si on prenait parti. Dans cette histoire de violence, je n'ai jamais vu ça de ma vie et c'est très passionnant pour moi. Tous les hommes et toutes les femmes sont concernés. Ils font du rétro-badalage de leur vie propre, intime, depuis leur enfance, etc. C'est très, très intéressant. Je suis la première à poser la question. Jamais aucun homme peut se sentir non concerné par cette histoire. C'est totalement nouveau dans ma propre existence, simplement. Allez-y, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai cru que vous aviez... Non, c'était juste ma petite anecdote tout à fait personnelle que je n'ai jamais racontée, mais qui est juste le contraire de ce que vient de dire Catherine Millet. C'est pour ça que j'y pensais dans le taxi en venant. J'ai 25 ans, je suis boulevard de Magenta. Je suis en train de rentrer, il est 8h, 9h du soir, donc il fait déjà sombre. 3 hommes m'accostent. Et au lieu de faire ce que je fais d'habitude, on traverse la rue, on rentre dans un magasin, enfin, bref, on prend la tangente, je leur réponds. Non. C'est exactement ce qu'elle propose. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un coup de poing, je me retrouve à terre. Puis les hommes s'en vont en rigolant. Je me relève, je vais à un taxi, je monte dans un taxi, je raconte ma mésaventure au taxi, qui me dit « Mais madame, vous êtes peut-être dans ce cas, il ne faut pas être à cette heure-là dehors. » Oui, c'est ça. Donc j'ai tort de toutes les façons. Donc est-ce que j'étais victime? Pas du tout. J'ai jamais raconté cette histoire. Et cette histoire ne me vient à l'esprit que parce qu'il suffirait de répondre à quelqu'un dans le métro « Allez vous faire foutre pour que l'affaire soit réglée ?» Je n'y crois pas. Jean-Philippe Monet. Oui, c'est vrai que cette question de l'ordre moral prétendument menaçant la France et les Français est une... proche de l'imposture, me semble-t-il, et donc de la provocation quelque part intellectuelle, au moins. Oui, et politique. Quand on prend un peu le recul, on voit qu'il y a un grand mouvement qui s'est établi, c'est cette révolution, on verra si elle est petite, grande ou moyenne, de la libération de la parole des femmes, qui sont parfois harcelées, parfois agressées et parfois même violées. Donc c'est ça le sujet, cette libération, c'est une révolution. Face à ça, on voit qu'il y a des réactions. Une contre-révolution, on pourrait dire, qui essaye d'établir parfois des réactions qu'on peut qualifier de réactionnaires, je le dis, au sens étymologique, en tout cas réactionnelles, par rapport à ce mouvement de libération de la parole qui est assez extraordinaire pour la France, l'Occident et le reste du monde. Car il faut savoir que l'affaire Weinstein concerne certes l'Occident, l'affaire Ramadan concerne l'université occidentale, mais aussi le reste du monde où les femmes sont parfois en situation d'esclavagisme. Donc c'est quand même ça le mouvement historique qui concerne peut-être quelques intellectuels parisiens, mais aussi des millions et des millions de femmes qui subissent la domination des hommes et parfois la soumission, organisée politiquement et culturellement. Elle craignent un retour du puritanisme et une forme de délation. Non, alors, si on peut évoquer Catherine Millet, quand même, quelques secondes. Catherine Millet qui a osé dire à France Inter, c'était pas le passage. Non, mais on va écouter. Alors, mais juste ce point-là, à moins que vous le diffusiez. On va peut-être l'écouter, puis après vous le devinez. On écoute Catherine. Est-ce que c'est le sujet on l'a déjà écouté. On l'a déjà écouté. Est-ce que c'est le sujet, le passage où elle regrette de ne pas avoir été violée? Parce que c'est ça, elle va très loin, et c'est de la provocation, où elle dit je regrette de ne pas avoir été violée, elle le dit à l'antenne France Inter, il y aurait un viol positif. Pourquoi donc regrette-t-elle ça? Parce que ça aurait montré que j'étais forte à surmonter cette épreuve. Donc je vous tire une balle dans l'épaule, monsieur, vous êtes, ça permet, c'était un grand honneur pour vous, et une grande facilité de montrer votre force. Non, il y a quelque chose quand même qui est complètement déplacé de la part de Catherine Millet, et le droit d'être importuné, c'est quand même, ça ressemble au frisson de certaines bourgeoises qui adorent le machisme théorique, alors qu'il y a quand même et je fais référence à la tribune du jour, aujourd'hui, samedi, dans Libération, formidable tribune de Leila Slimani, qui évoque la souffrance quotidienne de femmes qui n'osent pas prendre des transports en commun, qui n'osent pas être à une terrasse seule, qui n'osent pas aussi travailler la nuit. Donc il y a quand même une disproportion, finalement, entre cette accusation de prétendu ordre moral qui pèserait sur la France et le problème des femmes qu'il faut non seulement défendre, mais protéger. Michel Serville, là-dessus ? Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de liberté d'expression. Cette polémique est née, la tribune des signataires du Monde, assez mondaine, il faut bien le dire, des gens qui ont une position sociale très élevée, sont des stars de cinéma, des stars des lettres. On vient d'entendre Catherine Millet. Je trouve que c'était pas le moment. Ce n'était pas le timing et ce n'était pas le propos. Je
Je trouve qu'en ce moment, il y a, comme le disait très bien Geneviève Fraisse tout à l'heure, et même Jean-Philippe, il y a effectivement un combat qui se mène, une libération formidable de la parole des femmes, et que là, on est en train de leur reprocher quelque chose qui serait de l'ordre de « on ne peut plus rien faire, on ne peut plus être accosté », vous revenez à un ordre puritaniste et moral. Mais non, il y a des gens, aujourd'hui, il y a des femmes dans des situations qui sont en situation très difficile, très délicate, dans leur travail, à l'extérieur, à l'intérieur, et qui ont besoin aujourd'hui d'être défendues. Et qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit dans cette tribune qui a son intérêt, qui aurait eu son intérêt dans un autre débat? On voit quelque chose dites-nous, comme le disait si bien Jean-Philippe, dites-nous le frisson d'être importuné. Si je peux me permettre d'être un peu caricatural quand même avec Catherine Deneuve. Hein, c'est pas sur Catherine Deneuve que je... J'aime beaucoup Catherine Deneuve. C'est pas Catherine Deneuve qui est visée, mais c'est plus des intellectuels comme Catherine Millet qui ne peuvent pas dire des choses aussi énormes que cela. Oui, mais regardez, ça a démarré avec des femmes du même monde aux États-Unis, de ce monde-là précisément. C'est ça qui est intéressant aussi à repérer. C'est que c'est le même monde qui a pris la parole jusqu'à Cate Blanchett, qui du coup devient présidente du Festival de Cannes. Ça, c'est un des effets. Les effets, c'est pas seulement qu'il va y avoir des codifications épouvantables dans la séduction entre femmes et hommes ou entre individus. C'est qu'il y a des effets concrets politiques. Roy Moore en Alabama n'est pas élu parce qu'il y a le mouvement MeToo. C'est les femmes le disent elles-mêmes. Cate Blanchett devient... Ça, ce sont les vrais effets politiques. Oui. Mais les conséquences où il y aurait un puritanisme de trop, ça ne va pas. Mais pourquoi? Parce que on oublie de dire, et c'est là où je vais contester l'expression que tout le monde a depuis 3 mois, que la parole s'est libérée, formule passive. Oui. Moi, je dis depuis 3 mois, les femmes ont pris la parole. Si on dit que les femmes ont pris la parole, on met un actif dans ces sujets que sont les femmes. Donc, on n'est pas du tout sur le chemin de la victimisation, de la victimologie, non, etc. mais de la libération. Il y a quand même la libération quelque part, madame. Donc, de la libération, oui. La libération de la parole, c'est la libération la prise tout court. de parole avec la libération. Mais c'est de la prise de parole, c'est important de restaurer. Mais ce mouvement de libération est intéressant parce qu'il est positif. Les femmes en sont l'objet et le sujet, finalement. Et donc, objet et sujet, d'accord. Et donc, ce mouvement est puissant, il va sans doute pas s'arrêter, et c'est vrai qu'on voit des vagues qui essayent de contrarier ce mouvement en les trouvant. Il y a toujours des précautions à prendre, évidemment. Il y a toujours des excès dans les mouvements révolutionnaires, quels qu'ils soient. Quand même, le droit d'être importuné, c'est quand même assez grotesque. Le droit d'être importuné, alors qu'on parle de gens qui sont agressés sexuellement, qui sont violés, qui sont menacés, qui sont harassés dans leur travail. Le droit d'être importuné, ça paraît quand même un peu ridicule. Militante féministe très remontée contre cette tribune anti-MeToo. Écoutez-la. À chaque fois que vous banalisez ou vous délégitimez en fait ces violences-là, moi je pense qu'en effet, vous laissez plus de place aux agresseurs et moins de place aux victimes. Dans cette tribune qui a été publiée dans Le Monde, on retrouve en gros tous les stéréotypes, toutes les idées reçues qu'on scoltine tous les jours à la machine à café au bureau ou dans les repas de famille. Et nous, ce qu'on dit dans notre tribune ce matin qu'on a publiée, c'est justement, nous sommes victimes de violences. La quasi-totalité des personnes consignées ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles ou de harcèlement. Nous sommes debout, nous sommes fortes et fières et nous allons en finir avec ces violences. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que la liberté d'importuner, finalement, est-ce que ce n'est pas le sel de la rencontre, dans un sens comme dans un autre? Et pourquoi s'en offenser? Dans un sens comme dans un autre? Très bien, partons de là. Oui. Est-ce que cette tribune dit que les femmes, ça serait quand même bien qu'elles mettent la main aux fesses des hommes? Pas du tout. Cette tribune est unilatérale, fondamentalement unilatérale. Et je vais juste vous dire pourquoi et comment je l'analyse ça. Parce que c'est ça qu'il fallait dire, il fallait faire de la symétrie. On veut avoir la main aux fesses, mais on vous mettra la main aux fesses aussi. Mais sauf que non, mais cette tribune n'est absolument pas sur ce plan-là. Et ça va m'amener à vous dire juste une chose, c'est que ce qui est en jeu, c'est bien la liberté des femmes, on est d'accord, dans cette possibilité de circuler à 8h du soir sur un boulevard parisien, certes, mais c'est aussi l'égalité. Et la question qu'elle ne pose pas et qu'elle refuse de penser, c'est cette idée qu'on instaurerait de l'égalité dans les rapports de la sexualité. Bon, à l'école, pourquoi pas, à l'Assemblée nationale, pourquoi pas, et encore tout ça est bien difficile, mais pas dans les rapports sexuels. C'est ce mot-là qui ne veut pas être convoqué. Et que moi j'amène là sur ce terrain. Dans le débat sur la liberté de parole des femmes, personne n'a dit qu'il fallait remettre en cause la liberté de draguer, par exemple. Donc, et c'est donc une tentative de détourner un débat et un mouvement, finalement, de société qui dépasse les frontières. Et pour répondre à votre question, le vrai sujet, ce n'est pas celui de la liberté d'être importuné, c'est la liberté de ne pas être importuné pour les femmes. Et donc, de ne pas être importuné, ça couvre un champ de comportement
qui peuvent devenir insupportables pour les femmes, ce seraient les hommes qui en seraient les victimes, ce serait la même chose, sauf que historiquement, sociologiquement et géographiquement, on voit qu'il y a des zones qui sont concernées par une domination masculine très forte qui devient insupportable. Et c'est ça le sujet, c'est pas celui de pouvoir draguer. Personne n'a pensé qu'on pouvait entraver la draguerie. La frontière est ténue entre la drague maladroite et le début de harcèlement. Pourquoi ? Normalement, non. Mais pourquoi ? Là, vous faites l'avocat du diable. Mais je me fais l'avocat du diable. Oui. La je suis un peu là pour ça. Oui, mais si vous êtes là pour ça, vous répondez à ma question. Pourquoi vous pensez que c'est ténu ? Parce que je pense sincèrement. Il y a une certaine limite claire entre la notion de consentement de courtiser quelqu'un et de draguer quelqu'un et de harceler. Ouais. Harceler, c'est donc une insistance, une répétition, c'est une insistance qui devient étouffante pour la personne. La draguerie peut être réciproque. D'ailleurs, personne ne considère que courtiser une personne devient étouffant. Donc il y a la notion de répétition. Mais certaines remettent même en cause la galanterie. Non, mais alors l'histoire galanterie puritaniste, c'est une autre affaire. C'est un autre marronnier, c'est ce que j'appelle moi une ritournelle philosophique, c'est-à-dire un refrain qui revient sans cesse sur le fait qu'il faudrait opposer le protestantisme puritain américain avec le catholicisme libertin français. Ça, c'est une construction idéologique. Et puis je voudrais c'est une construction idéologique, mais ce n'est pas quelque chose qui peut nous permettre, avec lequel on peut traverser les questions de liberté et d'égalité. C'est pour faire écran. C'est comme quand on dit guerre des sexes, ce sont des choses, ou même l'ordre moral, si vous me permettez d'oser le dire. Ça aussi, c'est pour donner des pare-feux, parce que la vraie question, c'est où est la symétrie, où est la mutualité, où est l'égalité entre les sexes, y compris dans la chose la plus délicate à penser, à savoir le sexe, la sexualité, ce qui ne sera jamais clair. Mais ça ne sera jamais clair, la frontière. C'est pas qu'elle est ténue, c'est que ça ne sera jamais clair. Michel Zarbib. Geneviève, vous avez dit qu'en effet, pour une fois, finalement, aujourd'hui, le débat qui concerne ces femmes-là intéressait les hommes et les femmes. Tout le monde s'est posé la question en tant que mari, amant, père de filles. Évidemment, la question se posait, qu'est-ce qui se passe avec nos filles, avec nos femmes, avec nos compagnes, avec les femmes en général? C'est vrai. Et j'ai vu, vous l'avez vu, la violence des débats sur les réseaux sociaux. Vous avez oui, c'était très violent. Il s'est dit beaucoup de choses et un certain nombre de féministes et de féminisme se sont exprimés. Vous avez d'ailleurs tout à l'heure diffusé, je crois, Madame Caroline de Haas. Bien sûr, oui. Il me semble, c'est une observation qui peut-être nous amènera à d'autres sujets, mais qu'elle a été un peu moins regardante, je pense, cette féministe qui joue son rôle, qui dit des choses intéressantes, mais un peu moins regardante lorsque des agressions avaient été perpétrées contre des femmes en Allemagne. Je parle notamment cette nuit de Cologne, il y a 2 ans, où des femmes avaient été agressées sexuellement, et je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu, peut-être que je me trompe, mais ce mouvement féministe emmené par Madame de Haas dénonçait ces agressions sexuelles. Donc je me pose la question si je réponds aussi à la question, le mouvement féministe ou les mouvements féministes sont vraiment, on peut dire aussi, instrumentalisés par des raisons politiques, par d'autres regards qui sont autres que ceux qui seraient la défense, en effet, de la cause des femmes, de la liberté des femmes et des femmes qui prennent la parole, justement. Oui, sur le sujet, effectivement, du regard des femmes violentées en France. On sait qu'il y a malheureusement des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de violences d'hommes en France aujourd'hui. Et les femmes à l'étranger, pas si loin que de chez nous, qui sont dans une situation d'esclavagisme quasiment. Imaginons ces femmes-là qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Regardez ce débat français sur le droit à être importuné. Je pense que ça les fait pas rire, ça les fait plutôt pleurer, en fait. Oui. Alors, il y a ça, et je voudrais rebondir aussi sur ce que vous venez de dire, parce que ça pose une question très intéressante. C'est que dans cette universelle qu'est la question du droit des femmes, on va rencontrer et croiser, effectivement, des populations d'hommes différentes. Alors, entre Cologne et aujourd'hui, je l'ai d'ailleurs fait remarquer sur France Info il y a quelque temps et allumé par le site Atlantico, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que l'an dernier, on disait, et la bataille s'est faite autour de le fait que c'était des migrants qui auraient attaqué des femmes blanches. Oui. Et moi, j'ai fait remarquer cette année que c'était des hommes puissants blancs qui étaient quand même mis sur la sellette. Donc on changeait de focale. Mais ça, c'est très intéressant parce que là non plus, on n'a pas complètement la réponse. Mais nous, quand on s'est battu, et j'ai fait partie de ces femmes-là, à la fin des années 70, au début des années 80, pour que le viol soit un crime et non plus un délit,
nos amis de Libération nous disaient, à nous les MLF et féministes, « Ah, vous voulez envoyer tous ces immigrés en prison, tous ces Arabes en prison ?» Et nous, on leur répondait, « Bon, alors attendez, on se calme, on est assis entre deux chaises. D'un côté, il faut que le viol soit reconnu comme un crime, et de l'autre, il faut que nos copains de la gauche ne se sentent pas concernés. » Ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on a dit que c'était tout le monde, comme vous l'avez rappelé, tous les hommes et toutes les femmes, et j'ai essayé de le dire aussi tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on va être obligé de considérer, oui, la question qui était posée à Cologne l'an dernier était une question liée à une catégorie de population d'hommes, et cette année, c'est une autre catégorie de population d'hommes. Alors c'est là où Atlantico m'a dit, « Oh, la bobo philosophe, elle a oublié de dire qu'il y avait Ramadan. » Oui, mais c'est aussi un homme puissant. Donc voilà ce qui m'est arrivé sur votre site. Ah, mais c'est pas mon site du tout. C'est un détail. C'est un détail parce que, mais en même temps, il faut avoir le courage de dire un jour c'est cette catégorie de population, un autre jour c'est une autre. Donc nous avançons. Nous savons que la chose est complexe. Marlène Schiappa, en tout cas, on va avancer un petit peu. On va écouter Marlène Schiappa, qui elle s'est beaucoup impliquée dans cette polémique, ce débat cette semaine. Elle parle carrément d'une tribune anti-MeToo dangereuse. Écoutez. On a du mal à dire aux jeunes filles qu'elles n'ont pas éprouvé de la honte et qu'elles ne sont pas coupables de cela. Donc je pense que c'est dangereux que de tenir ce discours. Et enfin, il y a des choses qui relèvent du fantasme. Dire, comme c'est écrit dans cette tribune, que des hommes auraient été renvoyés en France pour avoir touché le genou d'une femme, c'est faux. Ou alors s'il y en a un, qu'on me le présente. Alors, on a quand même l'impression dans cette affaire que les hommes sont gênés, ont beaucoup de mal même à se positionner devant deux choix de vision. Deux choix de vision du féminisme, en fait. Un féminisme un peu plus libertaire et puis peut-être un autre un peu plus protecteur, même sécuritaire, si j'osais. Non. Protecteur, non. Je ne sais pas ce que Michel en pense, mais il y a des hommes aussi traditionnalistes, archaïques, je trouve qu'on les entend progressistes, que les femmes progressistes et parfois des femmes traditionnalistes. Donc je pense que les hommes ne sont pas plus mal à l'aise que d'autres, que les femmes sur ce sujet. C'est un sujet qui traverse la société. Donc, mais je pense que les hommes sont au moins aussi nombreux à être interpellés par cette nécessité que les femmes se libèrent. Ils ont même été, pour certains, pas tous progressistes dans ce sens-là, mais enfin, ils ont été présents. Donc, je pense que l'opposition intellectuelle entre les hommes et les femmes sur le sujet des droits des femmes, en l'occurrence, ça va être le droit des droits en général, n'est pas forcément clivant, enfin pertinent au sens opérant dans la vie publique. Un dernier mot là-dessus, Non, mais c'est ce jeu d'opposition que je traque chez le journaliste. Parce que pourquoi mettre... On peut vouloir que le viol devienne un crime en 80 et en même temps être pour la révolution sexuelle. Les deux vont ensemble. Je suis désolée, c'est possible. Alors, on va avancer un petit peu. Autre événement, autre actualité qui soulève aussi cette question d'un retour à l'ordre moral, c'est la réédition, ce projet de réédition des pamphlets, je vais y arriver, antisémites de Céline, qui a été suspendu par la maison Gallimard. Là encore, est-ce qu'on est face à un retour de l'ordre moral ou pas, Michel Servib ? Alors, l'ordre moral, sûrement pas. On sait que c'est un débat. Céline, ça fait 50 ans qu'il est mort. Ça fait 50 ans qu'on débat, c'est un débat de dissertation littéraire, philosophique, culturelle, savoir si l'homme et l'œuvre doivent être séparés. Alors évidemment qu'il y a depuis 50 ans des gens qui savent que Céline est aussi l'auteur à la fois du Voyage au bout de la nuit, mais aussi des 3 pamphlets inouïs d'un antisémitisme rabique, d'une violence extraordinaire qui appelle au génocide. Tout ça, on le savait. Et on est un peu étonné aujourd'hui de voir qu'il y a eu presque un débat. Je veux dire quelque chose qui va être un peu choquant, mais moi j'appellerais ça aujourd'hui, ça s'appelle la pornographie antisémite qu'on voudrait remettre, et je vais m'expliquer. Vous savez, quand quelqu'un veut acheter, par exemple, veut voir un film pornographique, il peut toujours dire, mais ce film a été fait par un auteur très intéressant qui est devenu un grand cinéaste. Et d'ailleurs, l'édition de ce film que je vais regarder, elle est une édition critique. On va parler de l'histoire de la sexualité, de la pornographie, etc. D'accompagner les textes, d'explications. Et je dis juste, Edouard Philippe, d'ailleurs, le Premier juste pour finir cette analogie, c'est vrai que vous savez très bien que quelqu'un qui va acheter un film pornographique, on aura beau lui montrer qu'il y a un intérêt peut-être culturel, historique, intéressant, et que l'auteur de ce film est un type extraordinaire, il ira voir surtout le film, il achète pour voir ce film. Et c'est exactement ce qui va se passer si d'aventure ce projet qui n'est que suspendu pour l'instant venait à être mis à l'avant.
on achètera ce livre, parce que ce livre, comme le disait très bien à l'époque Lucien Rebattet, écrivain, antisémite, collaborationniste, ce livre était tellement facile à lire, Bagatelle pour un massacre, tellement facile à retenir, des formules formidables qu'il a utilisées lui-même, Rebattet, qui a été après condamné pour des faits de collaboration. Céline est un auteur formidable pour la propagande antisémite d'aujourd'hui, de 2017, 2018, 2019, aujourd'hui où nous apprenons encore qu'une jeune fille de l'âge de 15 ans à Sarcelles a été attaquée au cutter, au couteau, tailladée, parce qu'elle sortait de son école en uniforme de petite fille juive qui sort de l'école juive. On est aujourd'hui dans une période, et c'est là où vous avez raison, vous dites Édouard Philippe a pris position. Ouais. Mais Édouard Philippe, qui est loin d'être suspecté, d'être en quoi que ce soit proche des thèses que développait Céline et de l'action de Céline. Si on a le temps, je dirais quand même un mot de Céline lui-même. Qui ne souhaitait pas d'ailleurs que ces pamphlets soient édités à l'époque. Oui. Édouard, absolument. Oui. Céline lui-même ne voulait plus qu'on réédite ces livres. C'est vrai que je le précise. Ouais. Le Premier ministre Édouard Philippe a été un peu, on peut dire, malencontreux dans le timing, là encore, pour revenir au sujet. C'est le jour même où il venait commémorer les attentats et les assassinats de l'hypercacher. C'est ce jour même qu'il répondait: oui, ces pamphlets, il ne faut pas avoir peur de cette prose antisémite de Céline, ça fait partie de l'œuvre. Je dis que non, il faut avoir peur. Aujourd'hui, ceux qui se revendiquent de l'antisémitisme, en parole ou en acte, utilisent cette culture. Et aujourd'hui, on sait que c'est une gloire nationale. Mais est-ce que ça va pas être Céline est une gloire nationale. Du coup, les gens vont vouloir, ça va attiser la curiosité. Et puis on sait qu'il y a Internet aussi. Et ils sont disponibles, ces pamphlets, ces 3 pamphlets sur Internet. Ils sont lisibles. Je voudrais juste dire, peut-être ramener le sujet aussi sur le cas dans lequel on est. Pas du tout dans un ordre moral, sur ce sujet encore moins. On a la chance en France d'être dans un ordre juridique, par contre. Et l'ordre juridique, dans une démocratie, c'est important, et c'est un ordre, en l'occurrence, républicain. Et qu'est-ce que c'est que l'ordre républicain ? Et là, je suis pour, contrairement à l'ordre moral, c'est de fixer 2 grands principes depuis 2 siècles, même depuis la Révolution française, liberté et égalité. Et sur les 2 sujets, on a beaucoup de liberté en France. Partout dans le reste du monde, on regarde la France avec beaucoup d'envie sur la liberté. L'égalité aussi. On a des défenses, des protections, notamment, article 1er de la Constitution, indépendamment, sans distinction de race et de religion, l'égalité du citoyen. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en France, on a la chance, extraordinaire chance, d'avoir une exception quasiment française, qui est la suivante, c'est que le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et pourquoi c'est un délit ? Parce que le racisme et l'antisémitisme, ça peut tuer des personnes, des individus, Michel l'a rappelé, qui sont actuellement menacées parce qu'elles sont juives, ces personnes, et collectivement, c'est la phrase d'Elie Wiesel, qui disait toujours l'antisémitisme, c'est une maladie morale. Et donc, il mettait la question morale aussi à un moment donné. Mais le socle de la République, ce n'est pas la morale, ce sont des principes et des règles. Et le fait que ce soit des délits et non pas une opinion est une chose très importante, parce que le feu de la haine, et ça a été dit, le feu de la haine, finalement, il couve. Encore aujourd'hui, on parle de nouvel antisémitisme qui, en fait, utilise les vieux ressorts de l'antisémitisme, les fantasmes, le ressentiment, etc. Et cela peut produire, avec les thèses complotistes qui ont été mesurées récemment par l'IFOP, je crois, qui sont en développement, je pense qu'il faut être très vigilant. Et donc, cette question concernant cet éditeur qui ne se rend peut-être même pas compte inconsciemment qu'il légitimerait un antisémitisme réactualisé. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir de scrupules par rapport à cette limitation et qu'on est dans un espace de liberté qui a ses limites. Comme pour une femme, on peut draguer une femme, aimer une femme, mais pas la violer. Eh bien, pour les personnes, vous êtes d'accord qu'il y a Internet quand même ? Comment ? Il y a Internet. Et alors, il faut rajouter et légitimer par une maison d'édition prestigieuse ce qui est le déversoir d'injures et d'offenses. Mais ça risque pas de faire de la pub pour justement. Qu'est-ce qui fait la pub ? Il a sorti l'année. On en parle comme ça. Mais 3 jours. On avait le même argument concernant M. Dieudonné. Je me souviens que les spectacles, on disait attention, faut pas faire de la publicité en interdisant les spectacles de la honte et négationnistes, parce que M. Dieudonné adore aussi aller dans des pays comme l'Iran, par hasard, qui organise un certain nombre de choses sur le sujet de la négation de la Shoah. Concours de caricatures et donc en France, on disait attention de ne pas faire de la publicité. Bon, pendant un moment, ça fait débat, ça peut faire publicité, mais après, les règles de la République sont appliquées.
Un mot, juste un mot, il existe aussi un appareil critique sur ces textes. Les universitaires ont déjà cité en grande partie ces textes avec un appareil critique. Donc ça ne serait pas nouveau, l'appareil critique. Non. Je vais juste ajouter ça, puisque c'est ce que me disait... C'est pas nouveau et c'est peut-être une hypocrisie, ou alors une inconscience. Parce que le travail critique, c'est pas une note en bas de page qui changerait la nature du propos. En plus. Je suis vraiment d'accord avec Jean-Philippe à l'instant, parce que c'est intéressant. D'abord, il y a évidemment cette question de liberté d'expression. Elle est absolue, mais elle est limitée. Vous savez, dans le droit français, elle est limitée sur l'atteinte aux personnes, la diffamation, l'appel au meurtre. Elle a été renforcée par la loi Guessot en 1972, c'est-à-dire l'apologie de crimes contre l'humanité. C'est le cas de M. Céline, parce que si on relit ces textes aujourd'hui, vous apercevez que c'est une vraie apologie. Admettons qu'il soit d'ailleurs réédités. Faisons comme s'il n'y avait pas eu toute cette agitation. Ils sont réédités, mais dès demain, il y a une centaine de plaintes qui sont faites pour interdire, selon le droit français, ces textes. Céline en 2011, Louis-Ferdinand Céline, le docteur Détouche, en 2011, certains avaient déjà eu l'idée saugrenue au ministère de la Culture, qui à l'époque était d'ailleurs, je l'ai appris en révisant mes notes, dirigé par Jacques Lang, avait l'idée saugrenue de faire de Céline une gloire nationale française. En 2011, on était déjà dans une période assez chaude de remontée de l'antisémitisme, la virulence des spectacles de Dieudonné. En 2011, il a fallu encore une intervention pour dire, mais attention, comment peut-on faire de Céline une gloire nationale? Or, je dis aujourd'hui que si on réédite Céline, les antisémites, jeunes ou moins jeunes, que certains appellent avec beaucoup de dédain les jeunes de banlieue ou les islamistes ou les antisémites de droite et de gauche, en vérité, se serviront de ce texte, et se serviront non seulement de ces textes, mais se serviront aussi de l'image de Céline, qui est considérée par une partie aujourd'hui de ces turiféraires comme une gloire nationale. C'est assez stupéfiant. Et cette gloire nationale, il faut quand même... légitimée par la maison d'édition, en plus. Qui est légitimée par la maison prestigieuse Gallimard, qui a d'ailleurs toujours été aux côtés de Céline. Justement, un mot sur Gallimard. Je voulais faire réagir là-dessus. 2 jours avant la décision d'Antoine Gallimard, il écrivait « On n'a pas à pousser les éditeurs à s'auto-censurer. Il n'y a aucune raison à ne pas publier ces livres. Il y a bien pire. » Votre réaction? Alors, Gallimard a finalement eu raison. Oui, s'auto-censurer. Voilà, alors Gallimard dit quelque chose un peu sibyllin, en disant « Les conditions... je crois, du moment, ne sont pas réunies. Les conditions mémorielles, je crois, de mémoire, ne sont pas réunies pour aller au bout de ce projet de rééditer les pamphlets antisémites. » Je crois que si les téléspectateurs pouvaient lire ce qui est écrit, mais je voudrais juste dire que Louis-Ferdinand Céline n'est pas seulement un antisémite de plume qui aujourd'hui est utilisé par des gens. Et tout à l'heure, Jean-Philippe citait Dieudonné, mais on pourrait citer des auteurs comme Soral, qui apparaissent à côté de Céline comme des enfants de cœur. En vérité, il pourrait se dire vraiment, mais que nous reproche-t-on, nous qui écrivons? Enfin, j'ai envie de, si tant est qu'on puisse plaisanter, ce serait presque des amis d'Israël, en quelque sorte, quand on les lit à l'aune de la comparaison avec... Mais Céline, c'est autre chose. Je voudrais quand même dire ça à vos téléspectateurs, c'est important. Je crois que c'est moins bien connu. C'est vrai qu'il y a 30 secondes. Oui. Céline, c'est celui qui, en octobre 1940, dénonce aux autorités allemandes le docteur haïtien Joseph Hogarth, docteur haïtien qui avait obtenu cette possibilité de travailler en France pour obtenir sa place au dispensaire de Besançon. Et voilà que c'est la collaboration active qu'aujourd'hui on remettrait en plus en exergue, indépendamment du talent d'ailleurs supposé ou pas, du fameux Céline du Voyage au bout de la nuit. Merci beaucoup. C'est un débat très intéressant. Je suis désolée, on n'a plus le temps. C'est l'heure du journal. Je suis désolée, mais merci beaucoup. Une autre fois, alors, à ce moment-là. Une autre fois, avec plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. Le journal, et ensuite, on reparlera de ce braquage au rythme. C'est de ces braquages à répétition dans ce qu'on appelle le triangle d'or parisien. C'est vrai.